Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je tourne une nouvelle vidéo, évidemment, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui l'ont suivi peut-être, depuis le mois de septembre dernier, j'avais ma page Instagram sur laquelle je publiais, ma page d'Entre les mots, sur laquelle je publiais régulièrement des textes ou des visuels. Beaucoup à propos d'ailleurs de basket plus que de cinéma. Et d'ailleurs je tiens à rassurer ceux d'entre vous qui sont sur cette chaîne pour le cinéma, parce que jusqu'ici il n'y a eu que des vidéos de cinéma d'ailleurs. Cette vidéo, ça veut pas dire que je vais arrêter de parler de cinéma sur la chaîne. Au contraire, je vais continuer à en parler, enfin j'espère. Mais ça veut dire que je vais aussi parler de sport, et en l'occurrence aujourd'hui de basket. Et donc j'en viens directement à la deuxième raison pour laquelle je suis très content de vous retrouver. C'est tout simplement parce que aujourd'hui c'est le début des finales NBA, des finales que j'ai beaucoup attendu, parce que j'ai vu tous les matchs de playoff, et parce que j'en ai vu aussi beaucoup de saison régulière. Donc c'est un immense plaisir, et c'est aussi un plaisir parce que mon équipe de cœur, les Celtics qu'on peut retrouver juste ici avec mon maillot, sont en finale pour la deuxième fois depuis ces 3 dernières années. Donc c'est un immense plaisir, et c'est aussi un plaisir parce que c'est exactement la finale. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, c'est exactement la finale que j'avais annoncée au début des playoffs, donc Celtics Mavericks. Donc je suis ravi d'avoir eu encore une fois bon. J'avais eu aussi bon en 2021, je l'avais pas mis sur Instagram, mais j'avais eu bon avec la finale Bucks Suns, et j'avais même annoncé le vainqueur à l'époque, pour des playoffs sur lesquels je m'étais quasiment pas trompé. Ce 2024, je me suis un peu plus trompé pour le coup, mais globalement je suis assez content de mes prédictions. Et donc on en vient à notre finale, et comment j'ai pu prévoir cette finale. C'est tout simplement parce que en début de saison, un bon conseil pour ceux qui veulent faire des prédictions sur les playoffs NBA, c'est que dès le début de la saison, on a des équipes sur lesquelles les analystes, alors moi je regarde surtout les analystes de Beansport, mais c'est pareil sur ESPN, c'est pareil sur TNT, on a des analystes qui nous annoncent que si telle équipe ne remporte pas cette année, ça va être un gros changement l'année prochaine, que ça va peut-être être la fin d'une époque dans une équipe. C'était le cas pour les Bucks en 2021, avec Giannis qui n'avait pas remporté de titre et qu'on attendait en finale, qui avait une réputation un peu de loser à l'époque. Et c'était aussi le cas, on a tendance à l'oublier, avec les Nuggets l'année dernière. Ils avaient aussi cette réputation de loser en playoff, et aujourd'hui c'est totalement impensable. On a complètement oublié cette idée-là. Et avec les Celtics et les Mavs, c'était le cas en début de saison, et c'est quasiment encore le cas aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas remporté de titre. Donc souvent, quand on veut prévoir une finale NBA, dès le début de la saison, on a quasiment ceux qui vont la remporter, ou ceux qui vont aller le plus loin. C'est les équipes qui sont en fait dos au mur. Et donc on a ces Celtics qui sont plus que jamais dos au mur. Ils ont perdu une finale il y a 2 ans contre les Warriors, alors qu'ils menaient 2-1, et l'année dernière, alors qu'ils étaient menés 3-0, qu'ils étaient au bord du sweep, face au Heat qui sortait de nulle part, qui était 8e de saison régulière à l'Est. Ils se sont fait sortir au match 7, alors qu'ils avaient réussi à revenir, ce qui est complètement fou, parce qu'ils auraient pu revenir au TD Garden, donc ils passent du geste complètement fou de la claquette de Derrick White, complètement folle au match 6, à cette désillusion totale au match 7. Donc une énorme déception pour commencer la saison des Celtics, même si après ils ont plutôt bien rattrapé leur retard. Et pour les Mavs, c'était, il faut s'en rappeler, peut-être la pire équipe de la fin de saison régulière 2022-2023, donc vers mars-avril 2023, c'était l'une des équipes les plus pitoyables de NBA, peut-être l'équivalent des Bucks cette année, puisqu'ils avaient tanké pour avoir des tours de draft. Ils se sentaient pas capables évidemment d'aller en playoff, et c'est compréhensible, mais le tank était assez pitoyable. Et donc ils reviennent cette année avec un meilleur état de forme, un meilleur état d'esprit, et vraiment une équipe phénoménale qui s'est beaucoup transformée avec le recrutement de Dereck Lively déjà pendant l'été,
Et puis plus récemment, Daniel Gafford, la paire Daniel Gafford, PG Washington Jr., une paire vraiment très importante pour la raquette, qui est maintenant l'une des plus importantes, l'une des plus solides de NBA. De l'autre côté, pour les Celtics, l'été dernier, c'était le recrutement de Jrue Holiday et de Porzingis qui était énormément attendu. Et finalement, on n'a peut-être pas assez parlé, je trouve, de Jrue Holiday, qui est aussi un très bon recrutement pour les Celtics, qui ont fait un travail exceptionnel. Alors pour parler un peu du parcours de ces deux équipes cette année, concentrons-nous d'abord sur les Celtics, 64 victoires cette saison, et je trouve pour le coup les analystes un peu durs avec eux, parce que c'est une équipe qui a fait un travail exceptionnel, qui a fait preuve de beaucoup de régularité. Alors certes, on les attendait, on les attend et on les juge sur une finale NBA maintenant, c'est ce que tout le monde dit évidemment, mais il faut pas non plus sous-estimer le travail qu'ils ont fait. C'est 64 victoires cette saison, donc c'est 75% de victoires sur toute la saison, donc sur les 82 matchs, ce qui est quand même quelque chose de colossal. Alors certes, je veux bien entendre que la conférence Est est moins solide qu'avant, et que la conférence Ouest est très forte, ça c'est vrai, mais c'est quand même un travail colossal qu'ils ont abattu, et une régularité assez impressionnante, avec un Porzingis sur lequel on avait des doutes, et qui s'est en fait très peu blessé, bon à part pour ses playoffs pour le coup, et on en reparlera d'ailleurs, et un travail défensif qui est phénoménal, l'une des meilleures défenses de l'année, une des meilleures attaques aussi. On critique notamment leur absence de maîtrise, c'est ce que j'ai entendu ce matin quand je préparais la vidéo, en écoutant un peu Beansport, particulièrement Jacques Monclar sur Beansport, qui disait que c'était une équipe qui manquait de maîtrise, qui avait dominé toute la saison régulière, mais qui manquait de maîtrise en play-off, et c'est pas quelque chose avec lequel je suis particulièrement d'accord pour le coup, puisqu'on le reproche cette saison, ce pourquoi on voulait qu'il progresse l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était une équipe qui n'arrivait pas à terminer les matchs, qui avait beaucoup de mal dans les quatrièmes quart-temps, qui était pas décisif, qui était pas clutch, et cette saison, en tout cas, alors moi j'ai eu beaucoup peur pendant toute une partie de la saison avec les quatrièmes quart-temps, ils se faisaient beaucoup rattraper, et même en fin de saison je me rappelle un match contre les Cavs, c'est un des plus gros écarts d'ailleurs rattrapés en NBA, mais je trouve que dans ces playoffs et aussi dans la fin de saison, ils ont réussi à beaucoup progresser là-dessus, avec des quatrièmes cartons très maîtrisés, et particulièrement vraiment les moments clutch, et on l'a vu contre les Pacers, tous les moments clutch, ils ont réussi à s'en sortir, alors parfois, effectivement, avec beaucoup de chance, comme le premier match contre les Pacers, mais je trouve que c'est pas quelque chose qu'on peut leur reprocher pour le coup, parce qu'ils arrivent à gagner les matchs, ils arrivent à terminer les matchs, et c'est l'essentiel presque de ce qu'on demande à une équipe en play-off, pour aller gagner un titre, pour aller chercher un titre. Donc là, je suis pas tellement d'accord. Je suis d'accord qu'on peut leur reprocher, ou alors on peut douter de leur maîtrise par rapport au fait qu'ils ont affronté quasiment que des équipes qui étaient dont le joueur principal de l'équipe était blessé jusqu'ici. Au premier tour, ils ont retrouvé un hit sans Butler. Au deuxième tour, ils ont affronté des Cavs sans Donovan Mitchell à la fin, avec un Jarrett Allen un peu blessé, et sans Haliburton pour les finales de conf. Donc évidemment, c'est imputable à leur qualification en finale NBA, mais je trouve qu'on peut pas non plus leur reprocher, parce qu'ils ont fait preuve quand même d'une assez grande maîtrise, en gagnant en seulement 14 matchs, en atteignant en seulement 14 matchs les finales NBA. Si on se rappelle par rapport à l'équipe en 2008, qui avait battu le record du nombre de matchs pour des playoffs NBA, je crois qu'ils étaient à 27, donc je sais pas exactement combien ils ont été au moment d'arriver en finale, mais je pense que c'était beaucoup plus, d'ailleurs c'est quasiment sûr que c'était beaucoup plus. Donc voilà, je trouve qu'on est assez dur avec ces Celtics. Bon, moi je suis fan des Celtics, donc je suis peut-être de mauvaise foi, mais je pense pas non plus complètement. Et là où les Celtics ont dominé vraiment toute la saison régulière, on a deux parcours complètement opposés, diamétralement opposés. On verra ça encore plus tard, c'est vraiment deux équipes qui s'opposent en tout point. Les Mavs, eux, ont commencé de manière un peu moyenne, un peu brouillonne leur saison. Évidemment, il y a ce premier match contre les Spurs, ça a été la première équipe à dégoûter Wemby. J'ai ce souvenir-là des Mavs en début de saison. Il y avait aussi le tournoi de pré-saison, ou je sais plus comment ça s'appelait exactement, à Abu Dhabi, où ils avaient affronté les Wolves justement, et où on doutait un peu de leur capacité. Mais au mois de février, il y a ce
bouleversement complet, cette révolution dans le jeu des Mavs, avec le recrutement donc de Gafford et de PJ Washington. Les deux sont très importants et on l'a vu avec PJ Washington pendant les playoffs. Et donc une série de victoires assez impressionnante, 9 défaites seulement sur leurs 33 derniers matchs NBA. Ce qui est assez fou, c'est quasiment le même pourcentage de victoires que les Celtics sur toute leur saison, c'est 72-73% je crois. Et les Celtics donc c'était 75% comme on l'a dit. Donc voilà, deux parties de saison complètement opposées, et pour le coup à la fin de la saison c'était l'une des meilleures équipes, si c'est pas même la meilleure équipe, parce que les Celtics sont un peu baissés de niveau en fin de saison. Donc voilà, donc c'est une rencontre extrêmement intéressante, où les équipes sont diamétralement opposées. Il y en a une qui a fait un parcours en play-off en ayant toujours l'avantage du terrain, c'est les Celtics. L'autre qui n'a jamais eu l'avantage du terrain et qui ne l'a encore pas d'ailleurs, c'est logique. Au niveau de l'histoire aussi, c'est deux équipes qui sont complètement différentes. On a les Celtics qui sont 17 fois champions NBA, qui ont atteint je crois 22 fois sur les 17. Ils ont été plutôt 17 fois sur les 22, ils ont été champions, parce qu'ils ont atteint 22 fois les finales, me semble-t-il. Et les Mavs qui sont seulement à leur 3e finale NBA, ils en ont remporté qu'une jusqu'ici. Donc c'est deux parcours complètement opposés, et on va voir aussi en quoi la constitution des équipes, la composition des équipes est complètement différente aussi. On va essayer d'analyser ça. Alors ces finales NBA, c'est aussi deux retrouvailles très importantes. D'abord celle de Porzingis avec les Mavs, mais surtout celle de Kyrie Irving avec les Celtics. Il y avait eu des histoires un peu compliquées sur sa période post-Celtics, notamment quand il était avec les Nets, et qu'il avait piétiné le logo des Celtics au TD Garden. Bon bref, on sent que le public des Celtics, le TD Garden va être particulièrement hostile aux Mavs, et plus particulièrement à Kyrie Irving, probablement qu'il va se faire huer pendant les premières minutes du match, et même peut-être sur tout le match. Mais ce qu'il y a de plus intéressant peut-être avec ces finales, c'est la manière dont on les analyse, parce qu'il y a vraiment trois clés pour comprendre ces finales NBA, et ces trois clés qui concernent peut-être pas les 3 postes, parce qu'il y a 5 postes au basket évidemment, mais peut-être les 3 positions d'un joueur de basket sur un parquet, c'est-à-dire la raquette, les ailes et l'arrière. Donc on va commencer évidemment par la raquette, tout simplement parce que l'une des plus grandes problématiques, si c'est pas la plus grande problématique de ces finales NBA, c'est l'état de forme de Porzingis, de Kristaps Porzingis, qui est donc blessé depuis 5 semaines, qui a pas joué au basket quand même depuis 5 semaines, donc depuis plus d'un mois, et qui revient pour ces finales. Alors pour avoir écouté, en tant que fan des Celtics, pour avoir écouté beaucoup de conférences de presse récemment, et d'interviews de Porzingis, il a maintenu une sorte de mystère assez étrange au niveau de son état de forme, probablement qu'il ne sera pas à 100%. Et ses réponses étaient assez étranges pour le coup, elles donnent pas tellement confiance, je trouve. On va voir comment il va s'en sortir, parce que l'une des problématiques, des trucs les plus importants dans cette finale, c'est le fait que Al Horford, je pense, ne puisse pas s'occuper tout seul de cette raquette de Dallas, qui est l'une des meilleures, si c'est pas franchement la meilleure raquette NBA aujourd'hui. Al Horford, c'est exceptionnel le travail qu'il arrive à faire à son âge. On rappelle que c'est sa 17e saison en NBA, ce qui est complètement fou. C'est le joueur le plus vieux, je pense, de ces finales NBA, et il est même plus vieux, me semble-t-il, que le coach Joe Mazzulla. Et c'est encore un joueur qui arrive à mettre des paniers à 3 points, arrive à courir, à avoir énormément de rebonds. Mais tout seul, et je pense qu'on l'a vu contre les Pacers, je pense qu'il n'arrivera pas à s'en sortir pour le coup. On a vu que Xavier Tillman, c'est pas au niveau des playoffs, que Luke Cornett, ça peut être pas mal sur 2-3 minutes, il peut récupérer des ballons de par sa hauteur. Il peut être une force en attaque, et même en défense parfois, mais c'est pas sur tout un match, c'est plus compliqué. On a besoin, ces Celtics ont besoin de un Kristaps Porzingis en forme, au moins 80%, si c'est pas 90%. Et s'il est à 100%, bah c'est encore mieux. Mais je pense que ça sera pas le cas, en tout cas sur les premiers matchs. Espérons qu'il puisse donner le maximum et n'ait pas peur de se blesser, comme l'avait fait Kevin Durant il y a quelques années contre les Raptors.
Voilà, donc c'est une vraie opposition qui va être importante. De l'autre côté, donc, comme on l'a dit, on a cette raquette qui est très forte. La paire Lively-Gafford, qui est phénoménale, l'expérience de Gafford, même s'il est pas très vieux, et la jeunesse de Lively, qui est drafté cette année, qui est un rookie quand même, il faut le préciser, et qui a un niveau exceptionnel. Et juste les deux, ils ont même pas besoin de remplaçants, juste les deux, parce que Kleibert a fait un petit peu de travail, mais c'était pas exceptionnel quand Lively était blessé, mais ils vont avoir besoin des deux aussi, donc ça va être une opposition vraiment très intéressante, la première, et la deuxième c'est celle sur les ailes, et d'ailleurs c'est ce qui est très intéressant je trouve dans cette confrontation, qui est peut-être la confrontation la plus intéressante de tous ces playoffs, c'est la confrontation sur les ailes, avec le fait notamment que les deux meilleurs joueurs des Celtics, en tout cas présumés, Tatum et Brown, seront défendus par possiblement les deux meilleurs défenseurs des Mavericks, ce qui est assez rare, ce qui est une chance pour les Mavericks. Ce qui n'est pas de chance pour les Mavericks, c'est que leurs deux meilleurs joueurs, Doncic et Irving, seront défendus par sûrement l'une des meilleures défenses de la base arrière sur une équipe de NBA, c'est-à-dire la paire Derrick White et Jrue Holiday, qui est peut-être l'une des meilleures défenses sur la base arrière en NBA. Et donc ça c'est quelque chose d'assez rare, je sais pas si ça s'est déjà vu sur des finales NBA, parce que le point commun justement entre ces deux équipes, c'est que on n'a souvent pas cru à ces duos, on n'a souvent pas cru à Doncic Irving, il y a quelques temps encore on n'y croyait pas, il y a un an on n'y croyait pas, on disait que les deux se marchaient sur les pieds, et on a dit pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps, la même chose de Brown et Tatum. Et donc c'est assez marrant de voir ça, que en fait les deux équipes sont constituées de la même manière, mais pas au même poste. Et donc ça veut dire une chose aussi, ça veut dire que les deux meilleurs joueurs des Celtics seront défendus par des bons défenseurs, et donc ils auront moins d'espace pour leur tir à 3 points, ils auront aussi moins d'espace pour pénétrer dans la raquette, et on sait que Tatum en a besoin. Brown c'est un peu plus se créer, Tatum aussi c'est se créer de bonnes actions avec ses dribbles, avec ses mouvements, mais Brown a peut-être plus de force mentale pour déjouer les défenses. Je pense que Tatum a besoin de plus d'espace pour marquer à 3 points. Ça veut dire aussi autre chose, ça veut dire que y a un risque de blessure. Alors là c'est pour les deux, c'est pour Irving et Doncic comme pour Tatum et Brown. Il y a un risque de blessure qui est plus élevé, étant donné que ça défend mieux en face, que les chances de tomber sur le pied d'un adversaire sont plus élevées quand un adversaire défend mieux sur vous et donc est plus proche de vous au moment du tir. Et les blessures, ça peut être vraiment le game changer ou le gâcheur de ces finales, parce que ça peut vraiment nous gâcher ces belles finales qui peuvent être longues. Et donc si on a les meilleurs joueurs des deux équipes qui ont moins de possibilités pour tirer, moins d'espace pour jouer, on peut penser de manière assez logique que cette série va aussi se jouer sur d'autres joueurs, des outsiders, Derek Lively, Derrick Jones Jr., Derrick White, Daniel Gafford, enfin Kristaps Porzingis. On peut avoir énormément de game changers, de X-Factor dans ces finales NBA, et je pense même que c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer, sur la manière dont ces joueurs vont défendre et la manière dont ces joueurs vont attaquer aussi. C'est possible qu'on ait beaucoup de matchs, un ou plusieurs matchs, avec des joueurs favoris qui sont pas les meilleurs scoreurs, et des joueurs outsiders qui sont les meilleurs scoreurs de match. Et donc de l'autre côté, on a donc Doncic et Irving qui vont être défendus par Holiday et White, qui vont pouvoir en plus je pense alterner au niveau de la défense, ce qui va un peu moins les fatiguer peut-être, même si les deux sont assez offensifs, et ça va être assez compliqué je pense de prévoir qui va attaquer et qui a le momentum. Mais je pense que quand même Kyrie Irving et Luka Doncic vont avoir beaucoup de mal dans ces playoffs, même si je pense qu'ils vont savoir trouver des solutions, mais la défense, l'expérience de Jrue Holiday qui a déjà remporté des finales NBA, et en même temps la combativité de Derrick White qu'on a pu voir lors du match 6 l'année dernière contre le 8, pas seulement avec la claquette, mais sur tous les playoffs et même sur ces playoffs-là, c'est quelque chose qui va être extrêmement clutch, extrêmement déterminant pour les Celtics. S'ils sont au rendez-vous en défense,
c'est deux joueurs qui vont pouvoir performer au plus haut niveau. Alors pour cette dernière partie du coup, la partie des pronostics, déjà on peut parler des affrontements des Mavericks cette année contre les Celtics. Il y en a eu deux, tous deux remportés par les Celtics. Alors des victoires qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que la première des victoires déjà était sans la paire Gafford-Washington, c'était avant le trade, la trade deadline. Et la deuxième, on peut se dire aussi que c'était, même si c'était la même équipe et que les deux joueurs ont joué, c'était pas la même équipe physiquement et mentalement. C'est pas la même chose d'affronter une équipe en play-off et en saison régulière. On sait qu'il y a des joueurs qui sont plus atteints que d'autres en play-off et que c'est parfois plus dur pour eux. Donc faut pas prendre ces victoires pour des acquis du côté des Celtics. Alors est-ce que Boston est favori? C'est la question que se pose beaucoup de monde actuellement. Sur le papier, on peut se dire que oui, ils ont déjà joué, il y a beaucoup de joueurs de cette équipe, alors Ford, Brown, Tatum ont déjà joué des finales NBA, donc ils ont cette expérience-là. Après, on peut se dire aussi que les Mavericks ont gagné dans une conférence qui était beaucoup plus dure que celle des Celtics. On peut dire aussi que ça les a plus fatigués, mais en même temps on peut se dire que Kyrie a l'expérience d'avoir remporté un titre. Alors on peut se dire que Jrue Holiday aussi, enfin bref, il y a beaucoup de paramètres et ça va être très équilibré je pense comme rencontre. Et pour terminer cette vidéo, je voulais me lancer dans 3 pronos, du plus simple au plus dur. Le premier c'est que je pense que cette série va être longue, ça j'en suis quasiment sûr à 100%. Alors je prends pas trop de risques en disant ça, c'est quasiment 50% de chance. Mais au vu des deux équipes, s'il n'y a pas de blessures graves dans les 5 majeurs, je pense que cette série pourrait se terminer en 6 ou 7 matchs. Ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps quand même, parce que les dernières années c'était plutôt déséquilibré, même la victoire des Warriors en 6 matchs contre les Celtics, c'était une sorte de faux semblant, parce qu'ils avaient quand même plutôt dominé les Celtics, j'avais trouvé. Peut-être la dernière, c'est celle des Bucks, qui avait quand même été équilibrée, même si à la fin l'était moins. Mais globalement, ces dernières années, c'était plutôt déséquilibré, les rencontres en finale. Là, je pense qu'on a une rencontre qui est équilibrée, et c'est pas arrivé depuis très longtemps. Et je pense aussi que c'est ce genre de série où une équipe peut gagner un match, l'autre le suivant, qu'il va y avoir des ajustements à chaque match, et que chaque équipe pourra répondre aux ajustements de l'autre au match suivant. Ça va être assez intéressant du point de vue du coaching. Ma deuxième prédiction, c'est que les Celtics vont remporter leur 18e titre NBA. Alors peut-être que cette vidéo va très mal vieillir, que dans quelques semaines, s'ils se font sweeper, ce sera ridicule d'avoir dit ça. Mais je pense quand même, j'ai du mal à voir surtout les Celtics perdre pour la deuxième fois en finale, en tout cas cette équipe perdre pour la deuxième fois en finale, surtout que vraiment cette équipe est beaucoup plus forte qu'il y a 2 ans, et qu'il y a 2 ans, ils auraient été capables déjà d'aller la chercher. Même si peut-être que les Warriors il y a 2 ans étaient moins forts que les Mavs, c'est une question à se poser. Mais je vois vraiment les Celtics remporter, mes Celtics de cœur, et évidemment je le souhaite autant que je l'imagine et que je le prédis. Donc il y a peut-être trop d'affect dans cette prédiction. Et la troisième prédiction que je vais faire, c'est la plus osée, c'est de dire que ni Tatum, ni Brown, ni Doncic, ni Irving ne sera MVP de ces finales. C'est complètement fou de dire ça peut-être, mais dans une série où les favoris, en tout cas les meilleurs joueurs de chaque équipe, seront très bien défendus, les outsiders vont avoir une place extrêmement importante, et je pense en particulier dans les moments clutch. Donc peut-être qu'un Derrick White, peut-être un Porzingis pourrait être, j'ai du mal à imaginer du côté Washington quand même, du côté des Mavericks, quand même un autre que Doncic, Irving, mais pourquoi pas. Mais White ou Porzingis, ça me paraît pas non plus impossible. Donc voilà, mes 3 prédictions, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît aussi que je parle de autre chose que du cinéma. J'ai l'intention aussi de parler de autre chose peut-être que le basket en termes de sport, de musique parfois, et évidemment encore de cinéma, parce que j'ai plusieurs vidéos en tête et que j'aimerais les tourner avec plaisir, notamment celles que j'avais pas réussi à tourner il y a quelques mois.
Et donc voilà, j'étais ravi en tout cas de tourner cette vidéo, ça faisait très longtemps, c'est un vrai plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme j'en ai vu certains qui me faisaient extrêmement plaisir. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.